Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 18 juin 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 226 du podcast. Et aujourd'hui, je reviens en fait sur la décision de la Fed aux États-Unis concernant leur taux directeur. Ensuite, je vais vous partager mon dernier achat pour mon portefeuille et je vais conclure l'épisode avec... En fait, c'est un concept que j'ai découvert il y a environ 10 ans et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision du système bancaire, comme le fonctionnement en arrière des banques. Et en fait, ça s'appelle le système de réserve fractionnaire. Donc, je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard. Donc, je vais commencer tout de suite avec mercredi passé. Et c'est là qu'on a pu constater que l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, l'indice a augmenté de 3,3% pour le mois de mai. Et ça, c'était juste en dessous du consensus des économistes qui, eux, s'attendaient à une augmentation de 3,4%. Donc, on est 0,1% en dessous. Mais dans tous les cas, cette donnée-là semble avoir rassuré les investisseurs vis-à-vis l'inflation aux États-Unis. Depuis cette journée-là, on a pu voir les indices boursiers américains continuer de monter et d'atteindre des nouveaux sommets historiques à pratiquement tous les jours. Et l'idée, c'est que si l'IPC est plus bas que prévu, ben les investisseurs ils ont en tête qu'il y a plus de chances que la Réserve fédérale va annoncer des coupes au niveau de son taux directeur, ce qui est évidemment très positif pour les actions. Par contre, plus tard dans la même journée, le mercredi passé, la Fed a également annoncé qu'elle décidait de maintenir son taux directeur à 5,5% et elle a aussi annoncé qu'elle comptait faire seulement une baisse au cours de l'année 2024. Donc, on présume que c'est une baisse de 0,25%. Et pour ma part, je ne serais pas surpris s'il y avait aucune coupe, en fait, du côté du taux directeur aux États-Unis parce que si on regarde les données économiques américaines et le taux d'inflation qui stagne au-dessus de 3%, la Fed n'a pas vraiment de raison de réduire les taux d'intérêt pour le moment. Et malgré toutes ces nouvelles-là, le dollar canadien ne se porte pas si mal que ça. On a perdu à peine de valeur face au dollar US. Je pense que dans le fond, je n'étais pas le seul qui anticipait cet écart-là entre les deux taux directeurs. Présentement, on parle d'une différence de 75 points de base. On est à 4,75 au Canada. Et aux États-Unis, le taux directeur a été maintenu à 5,5. Mais par contre, si la Banque du Canada fait deux autres baisses de 25 points de base, on pourrait se retrouver avec un écart de plus d'1% entre les deux taux directeurs, ce qui est défavorable pour notre devise et ce qui fait en sorte que nos importations du côté des États-Unis, ce qu'on importe de là, ben, ça va nous coûter plus cher. Et du côté des investisseurs autonomes, ben, c'est à considérer au niveau de vos conversions de devises, c'est-à-dire votre conversion vers le dollar US, dans le cas où vous voulez acheter des actions américaines en dollars US. Et présentement, le taux de change est encore autour de 1,37, mais je vous rappelle que de mon côté, j'anticipe un taux de change tout près de 1,40 d'ici décembre 2024. Et la semaine dernière, malgré qu'on reste encore à des sommets historiques au niveau des indices boursiers, encore une fois, il y avait quand même des actions qui étaient fortement en baisse. Même principe aujourd'hui, on est capable de voir des actions qui subissent une chute au niveau de leur prix. Et comme j'en parlais dans le dernier épisode, en ce moment, pour trouver des opportunités d'investissement pour le long terme, à mon avis, il faut éviter les 10 plus grandes entreprises de l'indice S&P 500. Tout ce qui est technologique ou tout ce qui est lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'action en rabais dans ce secteur-là. Mais on s'entend que de ce temps-ci, ben, je suis quand même bien content d'être actionnaire de Microsoft, Netflix, Meta, Apple, Google. Ce sont des excellentes compagnies. Mon portefeuille atteint également des sommets historiques. Mais à mon avis, ce n'est pas le meilleur temps pour grossir mes positions dans ces titres-là.
encore là, ça reste juste mon opinion. C'est à vous de voir si, au prix actuel, ça vous intéresse d'acheter ces actions-là. Par contre, si on prend le temps de chercher un peu plus loin sur les marchés boursiers, on peut voir que, comme je vous dis, il y a eu du sell-off. Donc, il y a eu beaucoup de ventes dans plusieurs industries. Donc, des industries qui sont un peu mises de côté présentement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous parler de mon achat de la semaine passée. En fait, je viens d'amorcer une nouvelle position dans McDonald's Corporation, donc symbole MCD, coté sur la bourse de New York. Évidemment, ici, on parle des restaurants McDonald's. Et j'ai acheté les actions à 251,20 $. Donc, évidemment, pour tous ceux qui sont abonnés en fait à mon infolettre, vous le saviez déjà que McDonald's faisait partie des entreprises qui sont sous mon radar. C'est un peu l'avantage d'être abonné à l'infolettre. Mais là, aujourd'hui, je vous annonce officiellement que vendredi passé, j'ai décidé de prendre position. Donc, au prix actuel, la valorisation de McDonald's me paraît légèrement sous-évaluée. Historiquement, son ratio cours-bénéfice, donc qui est le price-earning ratio, le ratio est présentement très bas. Parce que si on regarde, là, il y a à peine un an, le multiple des bénéfices tournait autour de 28. Maintenant, le prix de l'action représente 21 fois le bénéfice par action. Donc, c'est très raisonnable, surtout si je me fie à mes projections qui sont quand même très conservatrices là, au niveau du taux de croissance. Et on parle également d'une entreprise qui a une marge bénéficiaire de 33%, ce qui est extraordinaire pour une compagnie dans le domaine de la restauration. Et l'entreprise verse également des dividendes trimestriels, donc des dividendes à chaque 3 mois. Et au prix actuel, ça rapporte un rendement de 2,6% par année. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai ajouté McDonald's, symbole MCD, à mon portefeuille au prix d'environ 251 $ US par action. Et pour le second segment de l'épisode, je veux vous parler d'un autre secteur d'activité qui s'est fait ramasser depuis quelques semaines. Et évidemment, là, je parle des banques canadiennes, particulièrement la TD et la BMO. Mais je vous dirais que l'ensemble du secteur des services financiers, c'est à la baisse dernièrement. Et en fait, ça m'amène à vous parler du fameux système de réserve fractionnaire qui fonctionne à l'intérieur de nos banques. Et là, je parle des banques canadiennes, mais c'est la même chose aux États-Unis. Et je veux vous parler de ça parce que je me suis rendu compte que c'est assez rare que les gens savent qu'est-ce que c'est quoi le système de réserve fractionnaire, et surtout, en fait, c'est quoi les implications de ça. Et honnêtement, c'est un concept que j'ai découvert quand j'avais à peu près 20 ans, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé ma perception vis-à-vis le système bancaire, c'est-à-dire que ça a vraiment... c'est pas de même que je pensais que ça fonctionnait. Et étant donné que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont vraiment au courant des mécaniques à l'intérieur des institutions financières, dans le sens que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent comment ça marche au niveau des dépôts, au niveau des prêts, comment l'argent est géré à l'intérieur d'une banque. Et j'ai l'impression que c'est un élément qui est fondamental pour mieux comprendre l'économie dans laquelle on vit. Donc, si je vous résume le système de réserve fractionnaire, le concept, c'est que les banques, ils doivent seulement conserver en leur possession un petit pourcentage des dépôts et tout le reste, ils peuvent le prêter comme ils veulent. Donc, si on y va un petit peu plus précis, là, dans notre système bancaire actuel, le taux de réserve est d'environ 10%. Ce qui signifie que les banques, ils doivent garder 10% d'un dépôt, tandis que la balance, elle peut être prêtée à d'autres clients. Donc, si on fait un exemple avec des chiffres, disons que tu vas déposer 10 000 $ à ta banque. Donc, à ce moment-là, de son côté, ta banque, elle doit conserver 10% de ton dépôt et le reste, comme je vous dis, elle peut le prêter à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-ci, elle conserve 1 000 $ en réserve, qui est 10% de ton 10 000, et elle décide de prêter le 9 000 $ à un autre individu, disons qu'il s'appelle Eric. Et l'effet pervers du système de réserve fractionnaire,
commence au moment où Eric échange le 9000 $ pour une voiture qu'il achète à Carl et que Carl dépose le 9000 $ dans sa banque. Parce que rendu là, la banque répète le processus, c'est-à-dire qu'elle garde en réserve 900 $, qui est le 10% du 9000, et elle prête le 8100 $ à Mathieu. Ensuite, Mathieu achète des électroménagers à Stéphane, puis Stéphane dépose le 8100 $ à la banque, et ce coup-ci, la banque conserve 810 $, le 10% du 8100, et elle prête la balance de 7290 à quelqu'un d'autre. Et ce phénomène-là se répète un certain nombre de fois, et je vous rappelle que tous les prêts subséquents, ils découlent de ton dépôt de 10 000 $ du début. Et ce qu'il faut comprendre avec le système de réserve fractionnaire, c'est qu'un dépôt initial de 10 000 $ dans une banque, ce même 10 000 $ il peut se transformer en 100 000 $ dans l'économie si on calcule évidemment l'argent qui est en réserve et tout l'argent qui est en circulation sous forme de crédit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet multiplicateur du crédit. Mais tu sais, honnêtement, on pourrait appeler ça aussi la création d'argent qui sort de nulle part. Ça sonne un peu moins sophistiqué, mais it is what it is. Là. C'est vraiment, tu crées de l'argent à partir de rien parce que c'est ce que ça te permet de faire avec le système de réserve fractionnaire. Et ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est que le bon fonctionnement du système de réserve fractionnaire, tout ça repose sur une seule hypothèse. Et l'hypothèse, c'est que on assume que les clients des banques, ils vont pas retirer tous leurs dépôts tout en même temps. Parce que si jamais ça devait arriver, il n'y aurait aucune institution financière qui aurait les liquidités nécessaires pour remettre la totalité des dépôts à chacun de leurs clients. Donc, grosso modo, c'est ça le système de réserve fractionnaire. C'est comme ça que les banques fonctionnent, autant les banques au Canada, aux États-Unis, c'est rendu de même partout. Et la première fois que j'ai compris ça, que j'ai vraiment compris les implications, honnêtement, j'étais découragé ben raide parce que je me disais à quel point l'argent a aucune valeur si finalement on peut en créer à mesure. T'sais, demandez-vous pas pourquoi il faut faire fructifier nos avoirs avec des rendements annuels en investissant notre argent. Tu sais, quand je parle de ça, l'investissement autonome, se partir en affaires, puis multiplier vos dollars, c'est important de comprendre ça parce que ça prend un rendement minimum juste pour conserver notre pouvoir d'achat au fil du temps. Parce que dites-vous que pendant que vous allez travailler pour votre argent, de l'autre côté, les banques ils multiplient le nombre d'argent qui est en circulation dans l'économie. Et évidemment, ça a comme effet, au final, de diluer la valeur de chacun de nos dollars. Et à ce moment-là, il faut comprendre que l'effet multiplicateur du crédit, ça peut être une autre source d'inflation si la masse monétaire agrandit plus vite que la capacité de production de notre économie. Et là, je ne veux pas aller trop loin dans les concepts derrière l'inflation, mais tout ça pour dire que quand tu réalises les répercussions du système de réserve fractionnaire avec un taux de réserve qui est à seulement 10%, c'est là que tu réalises que les banques, ils sont vraiment là pour maximiser leurs profits. Puis la manière de faire ça, c'est de propulser l'économie avec de la consommation qui est financée avec de la dette. Parce que les institutions bancaires, ils créent littéralement de l'argent pour aller chercher des intérêts sur de l'argent qui sort de nulle part. Donc, c'est un peu le scam derrière les banques. Encore là, c'est un système qui fonctionne encore aujourd'hui et qui repose encore une fois sur le postulat que tous les clients ne vont pas retirer leur dépôt tout en même temps parce que sinon, ça crée ce qu'on appelle une panique bancaire et dans les faits, la totalité des banques serait insolvable au moment où tout le monde devrait sortir ses fonds. Et c'est malheureusement la triste réalité. Mais tu sais, pour conclure, si vous comptez acheter des actions de banques canadiennes, parce que présentement, je ne vous cacherai pas que le prix peut paraître intéressant pour un investissement à long terme, assurez-vous par contre de bien comprendre dans quoi vous vous embarquez.
Parce qu'il y a bien des investisseurs autonomes qui achètent systématiquement des banques juste parce que c'est des banques. Les banques canadiennes, c'est une valeur sûre, ça n'a jamais planté, ça verse des dividendes de façon constante, donc ça peut paraître comme un no-brainer, mais je pense que c'est important de creuser un peu plus dans le modèle d'affaires. Puis tu sais, si vous investissez dans des banques, c'est un peu la base de comprendre le phénomène justement du système de réserve fractionnaire. Et sur ça, je termine l'épisode. J'espère que vous avez appris quelques petites affaires dans le podcast. J'espère que vous trouvez le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un avis sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et encore une fois, je vous remercie de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.